Coordonner, informer, piloter des actions de prévention et former les professionnels de santé. Voilà les différents rôles du réseau Prévention Tabac Côte d'Or depuis plus de 10 ans, des missions variées pour contrer les méfaits du tabac. Le tabac est une drogue dure, je maintiens bien ce mot-là, chose que l'on ignorait il y a encore peu de temps. On pensait que c'était un aimable divertissement entre gens bien nés. Pas du tout. Le tabagisme est un véritable fléau de santé publique. C'est ce qu'on appellerait une catastrophe sanitaire, et d'autant plus importante qu'elle est sournoise. C'est-à-dire qu'on sait que l'héroïne injectée n'est pas particulièrement bonne pour la santé, mais ce qu'on ignore, c'est que le tabac est encore pire, parce qu'il est plus accepté socialement et qu'on ne voit pas bien d'emblée quelle est sa toxicité, sa dangerosité. Une catastrophe sanitaire qui tue 75 à 78 000 personnes par an. La dépendance au tabac est une maladie comme toutes les autres dépendances. Des consultations d'aide à l'arrêt du tabac existent pour aider toute personne souhaitant arrêter. Même si elles ont simplement eu un jour l'idée d'arrêter, nous pouvons, même à ce niveau très en amont, les aider à mûrir leur projet, à augmenter leur motivation, et nous avons des techniques pour ça, jusqu'au moment où la personne qui au départ est venue parce qu'elle a vu de la lumière, c'est une plaisanterie bien sûr, se dit « mais au fond, le médecin peut peut-être faire quelque chose pour moi ». Ici, je ne reçois pas de fumeurs. Ça va vous paraître un petit peu bizarre que je vous dise ça. Je reçois des gens et des patients, pourquoi pas, je suis médecin après tout, qui ont une histoire personnelle, très spécifique, unique même, et je reçois des gens qui ont un problème avec le tabac. Donc le fait que je reçoive des personnes et non pas des fumeurs n'est déjà pas stigmatisant. Et à ce moment-là, on peut travailler, ils rentrent ici, et je me souviens des gens parfois en larmes qui me disent « mais docteur, vous ne nous jugez pas ?» Je lui dis « mais pourquoi vouliez-vous que je vous juge ?» Eh bien, c'est pas bien de fumer. Je lui dis « ici, c'est pas un confessionnal. Je suis médecin, je suis pas curé, je suis pas religieuse. Ici, je suis là pour vous aider, pour vous entendre, pour vous écouter, tirer de votre histoire les éléments qui me permettront de vous aider. Et ici, c'est un partenariat. Vous m'apportez, vous avez une démarche pour prendre rendez-vous, donc vous avez fait une démarche personnelle, quelles que soient vos raisons, que nous allons étudier ensuite en détail. Bon. Moi, j'apporte une compétence, me semble-t-il, et la réunion entre un patient et le médecin que je suis, 1 plus 1 ici ne font pas 2, ça fait 3, puisque le partenariat que nous faisons ensemble est coté aussi pour 1. Il faut une démarche personnelle, volontaire. Je veux m'occuper de mon tabagisme, je veux m'arrêter, je voudrais m'arrêter, je veux m'arrêter. Et quand il fait cette démarche personnelle, il a eu des conseils autour de lui, il a eu des sollicitations de parents, de copains, de grands frères qui disent « ne fais pas comme moi, tu vois, je me trimballe un cancer, une BPCO, etc. » D'accord, il y a eu ces influences-là, mais la démarche doit être faite par la personne. Et là, on peut travailler ensemble, ils nous font confiance. Je pense que je suis arrivée à pas mal de choses positives en partenariat avec ces personnes. Et là, il y a tout un déroulé de démarches qui permettent à cette personne de mûrir sa motivation et arriver à un moment où il a ce qu'on appelle le fameux déclic. Le prix du tabac a de nombreuses fois augmenté ces dernières années. Jugées souvent efficaces, ces hausses de prix ne sont pas si bénéfiques. De façon mondiale, il est prouvé que si vous ne pouvez vous permettre qu'une seule mesure, si vous augmentez le prix, ça diminue la consommation. C'est un fait général. Ça marche partout. À condition, bien sûr, qu'il y ait des préalables. Le premier, c'est que vous fassiez cette augmentation de façon brutale. Si vous la faites centime par centime, ça ne marche pas, parce que les gens s'y habituent et en définitive feront ça. Puis la deuxième, ça marche, à condition qu'effectivement, on s'adresse à une personne qui est un minimum motivée. Si vous faites votre augmentation très progressivement pour les personnes qui ne sont pas motivées, c'est sûr qu'elles ne s'arrêteront pas. Mais dans ce cadre-là, ça marche. Alors ça, ce sont, on peut dire, les avantages. Les inconvénients, ils sont évidents,
c'est que celui qui est le plus addict, qui ne veut pas s'arrêter, il va être très pénalisé. Très pénalisé, pour prendre un exemple très schématique, quelqu'un qui est payé au SMIC et qui fume un paquet par jour, ben c'est quelqu'un qui est payé pendant 10 mois. Il y a 2 mois qui sont uniquement pour son tabac. Il y a des personnes qui ont un 13e mois, eux, ils ont 10 mois. Pour prendre encore un autre exemple, si vous avez un ménage qui fume, et qui fume à peu près autant, ce qui est fréquent, ce qu'on rencontre fréquemment, eh bien, vous voyez les retombées pour les enfants, et vous voyez qu'on est en train de toucher dans les choses importantes. La santé, les soins dentaires, il n'y a pas de lunettes, on ne va pas en vacances, on ne se chauffe pas, et à la limite, on est à la rue. Aujourd'hui, d'autres moyens peuvent être utilisés pour arrêter ou diminuer sa consommation de tabac. Des produits qui ont de l'avenir s'ils sont bien utilisés et bien encadrés. Un conseil pour les fumeurs, c'est penser que la cigarette électronique, ça peut marcher. Moi, je pense que, compte tenu des résultats qu'on a actuellement, vous avez des essais qui ont été faits, et en particulier des essais qui ont été faits avec des personnes qui ne voulaient pas arrêter de fumer, qui ont pris la cigarette électronique, et il y a au moins une statistique qui dit que 30% de ces personnes-là ont arrêté, alors qu'ils ne voulaient pas, qu'ils se sont retrouvés n'ayant pas ce projet, et le résultat c'était cela. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé que ça ne leur servait à rien. Il y a un certain nombre de personnes qui ont diminué. Alors si on l'encadre trop, et si on fait en particulier que les personnes qui sont en train de se lancer dans le tabagisme, qui ne voient pas comment arrêter, ont à leur disposition un moyen qui est typiquement commercial, qui n'est pas fait pour la personne qui fait des cigarettes électroniques, c'est pas pour améliorer la santé des gens. Mais s'il se trouve que on a là un allié, même commercial, il ne faut pas le laisser passer. Car si on l'encadre trop, et je pense en particulier aux jeunes qui savent qu'il faut arrêter et pour lesquels, pour l'instant, la réglementation dit c'est interdit. À mon avis, c'est une erreur. Parce que si justement eux qui pourraient peut-être s'intéresser à la cigarette électronique, c'est ce que montrent d'ailleurs les travaux qui sont faits, ne s'intéressent à la cigarette électronique que les gamins fumeurs. Les autres, ça ne les intéresse pas, ils ne voient pas pourquoi ils fumeraient la cigarette électronique. Donc ça ne les préoccupe pas. Mais le gamin fumeur qui fume la cigarette électronique et qui s'aperçoit que non seulement ça lui permet d'arrêter, mais qu'en plus il fait des économies, il ne va pas hésiter très longtemps. Lui interdire me paraît contre-productif. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.